L'enfer ne ressemble pas forcément à un lieu terrifiant rempli de flammes. Parfois, il ressemble à un bâtiment tout à fait normal, avec des murs pâles, des couloirs propres, des sonneries, des chaises alignées, des fenêtres et des horloges accrochées partout comme des yeux mécaniques qui nous rappellent constamment que le temps ne nous appartient plus. Et chaque matin, des millions d'enfants y entrent avant même d'avoir compris ce que c'est que la vie. L'école est présentée comme une promesse, un passage vers l'intelligence, la liberté et l'avenir. Mais lorsqu'on regarde plus profondément, on remarque qu'au-delà du fait que ce qu'on y apprend n'a pas d'utilité pratique dans la vie en dehors du système lui-même, on y apprend énormément de choses sauf comment habiter pleinement sa propre existence. Tout d'abord, très tôt l'enfant découvre une règle. Son temps ne lui appartient pas. Quelqu'un d'autre décide quand il doit parler, quand il doit se taire, quand il peut manger, quand il peut bouger, quand il peut aller aux toilettes et quand il a le droit de penser à autre chose. Dès le début, l'autonomie n'existe pas. Elle n'a pas disparu par de la violence, mais par de la répétition quotidienne. Et ce qui est répété assez longtemps finit toujours par sembler naturel. Au début, le corps résiste encore. L'enfant regarde par la fenêtre, il rêve, il dessine dans les marges et son esprit cherche ailleurs. Puis lentement, quelque chose change. Le mouvement spontané devient de l'agitation. La curiosité devient de la distraction. Et l'énergie devient un problème. Alors on apprend à rester assis, pendant des heures. Comme si immobiliser le corps permettait de mieux organiser l'esprit. L'école ressemble en fait à une immense usine de domestication psychologique. Non pas parce que les individus qui y travaillent sont mauvais, mais parce que le système lui-même repose sur une logique particulière. Former des êtres capables d'obéir à des structures qu'ils n'ont pas choisies. Le plus puissant, c'est que ce mécanisme devient intériorisé par les individus. On n'a plus besoin de les surveiller constamment. Ils apprennent à se surveiller eux-mêmes, à culpabiliser lorsqu'ils ne travaillent pas, à avoir honte lorsqu'ils ralentissent ou ne comprennent pas, et à mesurer leur propre valeur en tant qu'humains à leur performance. L'autorité s'installe finalement directement dans la conscience. Et cela commence extrêmement tôt, avec des notes, des comparaisons permanentes, et l'enfant ne découvre plus le monde pour comprendre, mais pour être évalué. La connaissance n'est plus une aventure, mais une compétition. Alors, l'esprit change de nature. Au lieu de chercher sincèrement, il apprend à répondre correctement. Au lieu d'explorer, il mémorise. Au lieu de développer une intelligence vivante, il développe une capacité d'adaptation au système. Le plus triste, c'est que beaucoup d'enfants au départ voient les choses de manière neutre, et ils veulent comprendre profondément. Ils posent des questions immenses. Pourquoi existe-t-on? Pourquoi les adultes souffrent autant? Pourquoi dois-je travailler toute ma vie? Pourquoi le monde est construit ainsi? Mais bon, comme personne ne sait vraiment, alors on se conforme. Le système préfère les réponses mesurables aux interrogations vertigineuses. Alors progressivement, la profondeur disparaît et la vie devient fonctionnelle. Il s'agit de réussir, produire, consommer et recommencer. Et l'être humain finit par traverser son existence comme un train traverse un tunnel. Rapidement, mécaniquement, sans réellement regarder où il se trouve. L'école ne prépare pas du tout à vivre, mais à s'insérer. La nuance est immense car on y apprend surtout une chose. Conforme-toi ou alors perds tout. Perds les bonnes notes, perds les opportunités, perds l'approbation et l'amour de tes parents et perds l'avenir qu'on t'a promis. Alors en tant qu'enfant, on se trahit soi-même pour survivre socialement. Celui qui pense différemment apprend à se taire, celui qui ressent trop apprend à se fermer et celui qui rêve autrement apprend à cacher ses visions. Peu à peu, les êtres humains deviennent présentables, lisses et prévisibles. Et lorsque quelqu'un refuse réellement ce jeu, le système réagit immédiatement. Parce qu'un système ne protège pas seulement ses règles. Il protège surtout la croyance que ces règles sont normales. Le problème n'est donc pas uniquement scolaire, il est civilisationnel. L'école n'est pas du tout une anomalie isolée. Elle agit comme le premier couloir d'un modèle de société entier. Un entraînement et une introduction psychologique au monde adulte. Regarde la structure. À l'école, une autorité décide du rythme de ta journée. Plus tard, une entreprise décide du rythme de ta vie. À l'école, tu attends les vacances pour respirer enfin. Plus tard, tu attends les congés pour enfin avoir l'impression d'exister. À l'école, tu comptes les heures, et puis un jour tu réalises que toute ton existence fonctionne encore exactement de la même manière. Mais le plus inquiétant, c'est peut-être ceci. Beaucoup d'êtres humains ne savent même plus quoi faire lorsqu'on leur rend leur liberté. Car le vide les dévore immédiatement. Parce que très tôt, on les a habitués à recevoir leur structure depuis l'extérieur. Alors sans emploi du temps imposé, sans objectif donné et sans validation des parents, ils se sentent perdus. Et c'est là qu'apparaît une autre conséquence immense, c'est le manque de sens.
Lorsqu'une vie entière est organisée autour de l'obligation, la conscience finit par chercher des compensations. Alors les plaisirs deviennent anesthésiants. Les écrans, la consommation, la nourriture, le divertissement constant et la dopamine partout. Comme si l'humain moderne essayait continuellement de remplir quelque chose d'inremplissable. Parce qu'au fond, beaucoup ne sont pas réellement épuisés par le travail. Ils sont épuisés par l'absence de signification profonde. Une fatigue plutôt existentielle. Le sentiment vague d'être séparé de quelque chose d'essentiel. Et c'est dans ce cas où le plaisir devient un refuge. Une lumière artificielle dans une existence intérieurement vide. Quelques minutes de distraction pour oublier le poids d'une vie mécaniquement répétée. Et le système adore ça, parce qu'un individu privé de sens devient facilement dépendant. Dépendant du divertissement, du confort et de la stimulation permanente. Quand on est vide intérieurement, on consomme davantage. Tout ceci finit par former une boucle immense. L'école prépare à l'obéissance prépare au travail répétitif, le travail répétitif produit le vide, et le vide produit l'addiction au plaisir. L'addiction maintient l'individu distrait, et la distraction empêche de remettre profondément le système et sa vie en question. Le système est en réalité subtilement entretenu. Il se maintient parce que chacun hérite inconsciemment de structures déjà anciennes. Les parents reproduisent ce qu'ils ont eux-mêmes traversé. Les enseignants appliquent des logiques qu'ils n'ont pas créées. Et les institutions perpétuent des mécanismes construits bien avant les individus qui y participent actuellement. C'est une inertie civilisationnelle, une gigantesque machine psychologique qui continue d'avancer parce que presque tout le monde est né à l'intérieur. Et lorsqu'un enfant arrive au monde, il possède encore quelque chose de dangereux pour cette machine. Une vitalité et une imagination incontrôlées. Une capacité naturelle à vivre en fait sans demander la permission d'exister. Puis finalement cette énergie est redirigée. Canalisé et conditionné. L'enfant apprend immédiatement que certaines formes d'intelligence comptent et que d'autres sont invisibles. Seule la performance est évaluée. Alors, on grandit tous avec une idée qui est tragique. Notre valeur dépend en fait de notre utilité économique. Et lorsque cette croyance s'installe profondément, toute la vie devient anxieuse. Parce que dans ce système, il faut constamment prouver sa légitimité à exister. Voilà pourquoi tant d'adultes ont peur de ralentir ou de partir. Pourquoi le repos produit parfois de la culpabilité. Pourquoi certaines personnes ne savent même plus apprécier des moments simples sans ressentir le besoin d'être productifs. Le système continue de vivre à travers leurs pensées, parce qu'ils sont devenus eux-mêmes le système. L'enfer moderne n'a peut-être pas besoin de chaînes visibles, parce qu'un être humain qui a intégré intérieurement sa propre soumission devient encore plus facile à diriger qu'un prisonnier enfermé de force. Et pourtant, malgré tout ça, quelque chose résiste encore. On le voit parfois dans le regard de certains enfants avant qu'ils ne deviennent complètement adaptables. Une manière d'habiter le monde sans préparation ni but, comme si la vie possédait naturellement une profondeur que le système peine à totalement effacer. Car au fond, aucun être humain est né pour passer toute son existence à attendre la fin de la journée. Personne n'est né pour transformer sa conscience en machine de performance. Personne n'est né pour survivre uniquement entre fatigue et distraction. La tragédie n'est pas que le système enferme les corps, mais c'est qu'il réécrit l'imaginaire. Il réduit progressivement ce que les êtres humains pensent possible pour leur vie. Et lorsqu'une civilisation cesse d'imaginer profondément, elle commence lentement à mourir intérieurement. Même entourée de technologie et de toute la consommation du monde. Parce qu'une vie sans profondeur finit toujours par chercher désespérément des stimulations pour oublier son propre vide. Alors voici notre rébellion. Réapprendre à regarder le monde sans immédiatement le réduire à l'utilité, la rentabilité ou la performance. Car le système peut organiser des horaires, peut apprendre aux êtres humains à obéir avant même qu'ils comprennent ce qu'est réellement la liberté, il peut transformer le temps en production, les rêves en objectifs rentables et les consciences en mécanismes adaptés à des structures, il peut remplir les vies de stimulation, de consommation et de distraction jusqu'à faire oublier la question suivante, pourquoi est-ce que je vis ? Mais malgré toute cette mécanique, quelque chose résiste encore. Une part intacte de l'être humain. Une présence vivante que le conditionnement ne parvient jamais à totalement tuer. On le ressent tous à certains moments de nos vies. Ces moments rares où on ressent soudainement que la vie devrait être plus vaste que ça. Au fond, aucun d'entre nous n'est né pour passer sa vie à fonctionner. La vie n'est pas une chaîne de production. Elle est quelque chose de vivant, mouvant et impossible à réduire à des horaires, des notes ou des performances. Le danger du système est qu'il rétrécisse notre imaginaire au point où on arrête même d'envisager une autre manière de vivre. La vraie liberté commence dans la capacité à voir le conditionnement pendant qu'il agit. Parce qu'une fois qu'on a vraiment vu la cage de nos propres yeux, il devient impossible de continuer à appeler ça une vie normale.